15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre de la Communication a parrainé la cérémonie de lancement officiel d'Afri Fiber au Djibouti Palace Kempinski. Et concernant le football, pas de suspension pour Vinicius, donc victime de racisme, et la tribune à Valence est fermée. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui au salon d'honneur de la primature le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Sidbari. Le représentant de la Banque mondiale a fait au Premier ministre un compte rendu sur l'état d'avancement de la coopération entre Djibouti et la Banque mondiale. Au cours des discussions, le Premier ministre a plaidé pour que la dynamique s'accentue davantage, à même d'harmoniser et de renforcer encore plus la coopération entre Djibouti et le groupe de la Banque mondiale. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Youssouf Aouled, a assisté à l'entretien entre le Premier ministre et le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Présenter et sensibiliser l'Assemblée nationale sur les initiatives, défis et perspectives de la géothermie, tels sont l'essence et l'objectif de l'atelier parlementaire qui vient de se tenir aujourd'hui au sein de la représentation nationale. Initié conjointement par le président de l'Assemblée nationale Dileta Mohamed Dileta et le ministre de l'Énergie, cet atelier parlementaire sur la géothermie a porté sur les mesures publiques accomplies par les structures de l'État et du secteur parapublic en vue d'accélérer l'avènement d'une ère d'énergie renouvelable à moindre coût. À la suite du discours du lancement du président de l'Assemblée nationale et les propos liminaires du ministre de l'Énergie, les députés venus nombreux et toute affinité politique confondue ont pu profiter de la participation des responsables du ministère de l'Énergie, des organes sociaux comme l'EDD ou encore l'ODEG, et ainsi les membres de l'Assemblée nationale ont pu bénéficier des explications et enseignements techniques prodigués par les invités de la représentation nationale. De présenter un petit peu leurs activités et les résultats qui étaient obtenus. Pour ma part, le projet de Fialé géothermique qui a été conduit par l'électricité de Djibouti, l'EDD, et que le CERD a accompagné, a permis de réaliser aujourd'hui 3 forages de 2500 mètres de profondeur, et ce sont des forages déviés. Ces forages ont permis de démontrer l'existence d'un réservoir profond, à plus de 2000 mètres de profondeur, avec une capacité relativement limitée en raison de la présence de beaucoup de sel, étant donné la proximité de la recharge qui est rien d'autre que l'eau de mer. Et ceci donc donne une capacité aujourd'hui de l'ordre de quelques mégawatts au niveau du rift d'Assal, à Fialé même, mais il est recommandé dans la phase qui vient de compléter cette partie-là avec un autre réservoir au niveau de ce même site, avec ce qu'on appelle le réservoir intermédiaire, avec une faible profondeur, de l'ordre de 700 mètres de profondeur, 700 à 900 mètres de profondeur, qui doivent faire partie normalement de la phase prochaine. Écoutons également l'intervention du ministre de l'Énergie lors de cette rencontre à l'Assemblée nationale. Vous savez tous, sans énergie, aucun développement socio-économique n'est possible, ni même envisageable. L'énergie constitue donc les principaux moteurs de l'économie et un levier puissant d'amélioration des cadres et des conditions de vie des populations. Aussi, le développement socio-économique auquel nous aspirons légitimement implique la disponibilité et l'accessibilité d'une énergie abondante à moindre coût. Le développement de l'énergie géothermique constitue, à juste titre, l'une des réponses face aux défis énergétiques auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Notre pays, situé sur le rift est-africain, est assis sur une fournaise dont les vapeurs, selon les nombreuses études menées, seraient susceptibles de produire plus de 5000 MW d'énergie géothermique sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit en effet d'une source d'énergie renouvelable, propre, écologique, fiable et permanente qui présente incontestablement de nombreux avantages, tant pour l'environnement, mais pour l'économie nationale aussi. Au regard du fort potentiel d'énergie géothermique que dispose notre pays et eu égard aux études concluantes réalisées au lendemain de notre accession à l'indépendance nationale, le gouvernement de la République de Djibouti, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a fait de l'exploitation et de l'exploration de la production de cette ressource énergétique une priorité de l'action gouvernementale. Le gouvernement fonde en 2013
l'ODEC, l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, un établissement public chargé de gérer l'ensemble des projets liés à la ressource géothermique, et avec pour principale mission la réalisation des travaux d'exploration, des reconnaissances, des études, afin d'identifier les divers types de ressources géothermiques, de faire de la géothermie une source de base dans le mix énergétique et d'assurer le développement de la production d'énergie géothermique dans notre pays. Je vous propose également de suivre l'intervention du président de l'Assemblée nationale. La géothermie constitue une importante source d'énergie avec un potentiel estimé jusqu'à 1000 MW. De ce fait, elle est au cœur des priorités de la politique énergétique nationale, compte tenu des sources de gisement géothermiques inépuisables et ses avantages incontestables. Le gouvernement s'est donc engagé à poursuivre le développement de cette énergie en multipliant les partenaires et en créant un organisme dédié qui n'est autre que l'ODEC. Chers collègues, l'utilisation de cette énergie renforcera incontestablement la stabilité des mix énergétiques à côté des autres sources d'énergie renouvelable. En effet, la géothermie, les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire ou l'énergie éolienne utilisent une technologie mature à faible émission de carbone. À long terme, la géothermie devra remplacer de manière permanente l'utilisation des centrales thermiques et donc réduira considérablement notre dépendance aux produits fossiles importés. Une centrale géothermique produira en continu d'électricité sans être perturbée par les aléas météorologiques. Cette énergie est un atout incontestable pour la lutte contre le changement climatique et pour l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre. Chers collègues, comme nous subissons les effets des changements climatiques par des sécheresses récurrentes et une pluviométrie erratique, nous devons davantage rendre nos infrastructures plus résilientes en nous adaptant à ces effets. Dans l'actualité également, dans le cadre des efforts visant à renforcer le secteur des télécommunications à Djibouti, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Badone, a parrainé ce matin au Djibouti Palace Kempinski une cérémonie dédiée au lancement de la société AfriFiber, spécialisée dans le domaine de l'Internet et de la connectivité. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que du secrétaire général de la présidence et du directeur général de la dite société. Les membres du corps diplomatique et des hommes d'affaires tels que les chefs d'entreprise et d'institutions commerciales sur la scène nationale ont également participé à l'événement. Donc la mission d'AfriFiber, qui est une entreprise de classe mondiale, est de développer des compétences et des connaissances dans le domaine des nouvelles technologies pour les services de données en fibre optique à haut débit. Le lancement de cette société spécialisée dans le domaine de l'Internet et de la connectivité intervient après l'achèvement de la construction de son réseau dans le centre-ville qui couvrira environ 270 bâtiments et étendra également la couverture à d'autres zones et quartiers tels que cité Rodan, Gabod, Eran, cité Dawale, en outre du quartier donc Haramous. Il est prévu également de fournir des services à toutes les entreprises et clients souhaitant bénéficier de ces services, selon le directeur général d'AfriFiber. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention à cette cérémonie du ministre de la Communication, Radouane Abdoulaye Badone. Beaucoup de plaisir et de fierté que je prends part à la cérémonie officielle du lancement du service Internet et des réseaux à fibre optique de la société AfriFiber. En effet, notre pays, à l'instar de tous les pays modernes, a décidé de favoriser l'accès à tous ses citoyens aux infrastructures haut débit. La déclaration des politiques sectorielles adoptées par le gouvernement et la stratégie nationale de développement Vision 2035 ont exprimé l'impérieuse nécessité de dynamiser le marché des télécommunications afin de favoriser l'émergence d'offres et de services nouveaux, de qualité à des prix abordables, tout en assurant une forte diffusion des technologies de l'information et de la communication
à tous les niveaux de la vie socio-économique du pays. Partant de cela, mon département n'a ménagé aucun effort pour traduire dans les faits cette vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, pour qui les services du haut débit Internet doivent à court terme passer du statut de produit de luxe à celui de grande consommation. En délivrant une licence pour la fourniture de services Internet, en l'occurrence à la société Afrique Fiber, notre objectif était de faciliter de façon rapide l'accès à l'Internet haut débit et permettre ainsi l'usage des technologies de l'information et de la communication par le plus grand nombre de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière pour l'ensemble du secteur des télécommunications à Djibouti. Je demeure convaincu qu'elle marque le début d'une nouvelle ère pour ce secteur. En outre, grâce aux signatures d'un cahier des charges, de nouvelles obligations sont fixées pour la société Afrique Fiber. Ces obligations sont établies sur la base des préoccupations essentielles exprimées par les consommateurs djiboutiens sur ces dernières années. Ces obligations portent notamment sur le déploiement et la couverture du réseau haut débit, les exigences de qualité des services, les investissements à réaliser, ainsi que la création d'emplois et la promotion des cadres nouveaux. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui a eu lieu à Sharm el-Cheikh en Égypte, le ministre de l'économie et des finances a eu des entretiens avec Abdallah Al-Dardari de la Syrie, sous-secrétaire général, administrateur, assistant et directeur du bureau régional pour les États arabes du programme des Nations Unies pour le développement, afin de discuter des voies et moyens de renforcer les relations entre Djibouti et le PNUD. Le ministre Ilyas Moussa Daoualé a remercié le directeur régional pour les pays arabes du PNUD pour le partenariat fructueux de longue date, notamment depuis 1979 avec la République de Djibouti. Il a également salué la réactivité du PNUD pour la mobilisation de ressources et l'engagement auprès du gouvernement dès le début de la pandémie de la Covid-19, notamment grâce au projet Rising Djibouti qui a aidé de nombreux jeunes entrepreneurs. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a pris part à la 76e Assemblée mondiale de la santé qui a débuté le 21 mai dernier à Genève. Cette assise a vu la participation de l'ambassadrice de Djibouti à Genève et du conseiller à la mission de Genève. En marge de cette assemblée, le ministre de la Santé djiboutien a présidé la session de l'ouverture de la 76e Assemblée mondiale de santé en présence du président de la Confédération suisse et du président du Mozambique, président de la Fédération internationale de football et de l'ancienne Premier ministre nouvelle-zélandaise et du directeur général de l'OMS. En fin de la session ordinaire de la première journée, le ministre de la Santé djiboutien, qui a été le président de l'Assemblée mondiale de la santé durant une année de 2022 à 2023, a passé le témoin à l'élection au niveau président. En effet, au terme de l'article 25 de son règlement intérieur, à chaque session ordinaire, l'Assemblée de la santé élit un président et 5 vice-présidents qui occuperont ces fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Et dans son discours, le ministre de la Santé a remercié le directeur général de l'OMS et le directeur général de l'OMS pour leur soutien durant sa présidence et a mis en exergue les avancées réalisées durant cette année, notamment contre la pandémie de la Covid-19. On l'écoute. Je suis très honoré de participer avec vous à cette 76e Assemblée mondiale de la santé en ma qualité de président sortant de la 75e Assemblée mondiale de la santé. Je suis très honoré de vous accueillir tous et toutes à cette auguste assemblée. Comme vous le savez, la pandémie du Covid-19 a suscité de nombreuses incertitudes sociales, politiques et économiques. Elle a lourdement impacté les systèmes de santé, fragilisé un monde qu'on croyait solide, structuré et efficient. Pourtant, au milieu de toutes ces incertitudes, l'Organisation mondiale de la santé a continuellement fourni un leadership technique et un soutien constant et déterminant aux États membres. Mon pays, la République de Djibouti, réaffirme son engagement à œuvrer en s'appuyant sur le leadership de l'Organisation mondiale de la santé pour le bien-être de l'humanité. Nous réaffirmons ici notre engagement solennel à faire de la santé pour tous et partout
une réalité tangible avec la mise en place de l'assurance maladie universelle pour éliminer les barrières financières et améliorer la disponibilité et l'accessibilité à des soins de santé de qualité. Notre politique sanitaire demeure l'atteinte d'une couverture santé universelle solidement ancrée dans des soins de santé primaires de haute qualité et accessibles. Dans l'actualité également, les locaux de l'Escale International Hôtel ont abrité au terme des travaux de 2 jours des experts de la jeunesse et des sports la réunion des ministres des 7 pays membres de la Commission de la jeunesse, du sport de l'océan Indien. Cet entretien a débuté avec la prise de parole de la présidente de la séance, Bekta Djenovol des Seychelles, remerciant la ministre de la jeunesse et de la culture, Dr Ibo Moumine Assoé, pour l'accueil chaleureux ici à Djibouti et pour la mobilisation de son personnel, suivi d'un mot du secrétaire général de la CJSOI et donc la ministre qui exprimait la disponibilité de Djibouti à travers le ministère et a assuré le soutien indéfectible que le ministère donc fournit à la commission. Cette réunion a eu lieu dans le cadre des préparatifs des prochains Jeux de la CJSOI qui auront lieu en 2025. C'est dans ce contexte d'organisation que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumine Assoé, a tenu une visioconférence avec le directeur du CONJEFES en présence des experts et représentants des pays membres de la CJSOI en vue d'analyser les rapports fournis par les experts en termes de ces jeux donc de 2 jours de réunion et fut clôturé par une photo de famille témoignant des liens qui unissent donc ces 7 pays à travers la CJSOI. Pour nous en parler donc avec nous sur ce plateau en direct dans cette édition de 15h, le conseiller technique principal de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, donc M. Idriss Moussa. Bonjour Monsieur le conseiller. Bonjour Monsieur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous qui étiez présent lors de ces réunions d'experts donc, qui ont duré durant 3 jours et dans cet après-midi donc sera la clôture, dites-nous dans un premier temps quels sont donc les objectifs de cette commission. Merci beaucoup de nous avoir invités au micro de la RTD. Les RTD que nous remercions beaucoup pour l'excellent travail qu'elle effectue pour la couverture des programmes nationaux et internationaux. La commission de la jeunesse, des sports de l'océan Indien, comme vous l'avez bien précisé, couvre 7 pays, y compris Djibouti. Elle a été fondée en 1988 et Djibouti a rejoint cette commission en 2003, ainsi que la Mayotte qui a adhéré vers l'année 2005. Les objectifs généraux de la Commission consistent à prôner le développement de la coopération régionale et la promotion du sport de la jeunesse, mais également à favoriser les échanges interculturels entre les jeunes et des différents pays, en mettant en valeur leur particularisme historique, culturel et économique, mais également en soulignant leurs similitudes et les points de convergence, à savoir une proportion de la population. Il faut dire que cette jeunesse des pays de l'océan Indien et de Djibouti comprend une population de jeunes à hauteur de 75% de la population qui nécessite une prise en compte notable de leurs désiderata, de leurs besoins et pour une garantie également pour leur avenir. Dans ce cas, les événements qui se déroulent dans le jeu de l'océan Indien concernent également la partie jeunesse, mais les sports, y compris la partie culturelle. Car nous assistons à une demande importante de développement des pratiques sportives et culturelles chez les jeunes, l'existence d'un tissu d'associations de jeunes et de clubs sportifs, même si celui-ci demeure encore inégalement développé et structuré selon les pays. Les objectifs spécifiques de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, ce sont d'abord les rencontres sportives, après il y a les rassemblements de jeunes à travers l'organisation tous les 2 ans d'un rassemblement de jeunes des pays membres. Le but de ce rassemblement est de favoriser la rencontre entre les cultures de ces jeunes, d'aider les jeunes à construire ensemble la communauté de l'océan Indien grâce à la connaissance de chacun, de favoriser la prise des responsabilités et la réalisation des tâches d'intérêt collectif. Mais il y a également la formation des cadres, car il faut préparer les responsables techniques qui assureront l'encadrement de cette jeunesse à travers, normalement,
le développement des activités sportives et de jeunesse, l'amélioration des performances sportives, la qualité des activités culturelles proposées aux jeunes suppose également des cadres compétents d'un point de vue technique mais aussi pédagogique. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la formation des animateurs aussi bien sportifs que de jeunesse, de conseils de jeunesse qui, dans la plupart du temps, assurent à travers le fonds commun destiné à aider le financement des différentes actions de formation. Ces actions de formation arrêtées d'un commun accord et définies dans un cadre annuel constituent des éléments importants de cette coopération sur-régionale, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Elles sont encadrées par des formateurs issus des différents pays de la sous-région. Enfin, il y a le grand jeu de la Commission de la jeunesse des sports de l'océan Indien, qui, depuis 1995, favorise la rencontre et l'accès des jeunes aux activités sportives et culturelles à partir d'une tranche d'âge de 14 ans à 17 ans. C'est pour pouvoir déjà relayer les fédérations sportives avec lesquelles la Commission nationale des jeux et des sports de l'océan Indien travaille en étroite collaboration. Ces rencontres sont souvent le moment opportun d'une meilleure découverte, d'une meilleure intégration entre les jeunes, mais également, surtout, le renforcement des valeurs comme le fair play, le goût de l'effort, la tolérance et la reconnaissance de la culture de l'autre. Et à titre de rappel, il faut signaler que Djibouti a abrité en 2018 le 11e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Nous nous dirigeons actuellement à préparer le 13e jeu de la Commission de la jeunesse des sports de l'océan Indien qui se tiendra en 2025 aux Seychelles. Et c'est dans cette optique que s'est tenue cette réunion, autant au niveau des experts qu'au niveau des ministres. Pour ce qui est des experts, les experts ont eu à se pencher pour d'abord, le premier point c'était de prendre acte du contenu du procès verbal des réunions précédentes au niveau des ministres en 2022, de réaliser les bilans des actions de la Commission de la jeunesse des sports de l'océan Indien d'avril à décembre 2022, d'étudier et de présenter les bilans financiers de la Commission de la jeunesse des sports et de l'océan Indien, parce qu'il faut signaler qu'aussi il y a la partie financement qui concerne tout le monde, et ce financement doit être bien géré et prévoir et répondre à tous les besoins et des programmes prévisionnels qui seront mis en place. À titre d'exemple, les experts ont présenté également un projet de programme pour 2023 qui est en train d'être soumis à la réunion des ministres. Enfin, le budget prévisionnel 2024. Des accords de convention sont en cours, ont été évoqués par le secrétaire général de la Commission de la jeunesse, des sports et de l'océan Indien. Et enfin, des questions diverses ont été plus ou moins évoquées et le PV a été validement adopté par l'ensemble des experts réunis à Djibouti du 22 au 23 mai 2023. Merci donc à vous, M. Idriss Moussa. Je rappelle que vous êtes conseiller technique principal de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Merci pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec une étroite collaboration, l'IGAD a organisé un atelier de validation et d'adoption de la stratégie nationale de l'économie bleue du 23 au 24 mai au Sunny Hill Center à Arta. Cet atelier qui a été présidé par le secrétaire général de l'Environnement, Dina Abdel Omar, a vu la participation des représentants des différents départements ainsi que plusieurs secteurs. Et en effet, cette stratégie nationale de mobiliser des ressources pour développer l'économie de ces secteurs est le fruit du processus de consultation nationale avec l'ensemble des parties prenantes à cette thématique. Les États membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, ont adopté et validé à l'unanimité la stratégie régionale de l'économie bleue à la réunion ministérielle de validation de la stratégie régionale et plan d'action quinquennal pour l'économie bleue qui s'est tenue donc le 1er avril 2022 à Addis Abeba en Éthiopie. Nous sommes tous d'accord pour dire que le concept de l'économie bleue incorpore une nouvelle approche dans l'exploitation économique durable des ressources des océans, pas simplement des océans, avec la particularité de la région de l'IGAD. Cette définition a été étendue au niveau des lacs, des rivières et autres plaines d'eau et la conservation des écosystèmes aquatiques.
Les concepts d'économie bleue constituent une nouvelle base pour l'utilisation et la conservation des ressources naturelles et des habitats. À cet égard, l'économie bleue s'inscrit dans la logique de l'agenda 2030 des Nations Unies et englobe tous les objectifs de développement durable compte tenu de son caractère inclusif. Djibouti est en train de valider sa propre stratégie et contribuera à orienter l'économie bleue du pays vers un développement durable. Djibouti, en tant que siège de l'IGAD, a bénéficié de ce projet, démonstration pilote de la pollution plastique au niveau, par exemple, de la plage du Siesta. Écoutons également l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'économie bleue a été introduite pour la première fois lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 2012. Il vise à améliorer le bien-être humain par la croissance économique, l'inclusion sociale et la promotion des moyens de subsistance tout en garantissant la durabilité environnementale des océans et des zones côtières. C'est pourquoi, ces dernières années, la communauté internationale a pris conscience de l'important relais de croissance offert par l'économie bleue. En effet, nos modes de production et de consommation, jusque-là peu durables, ont conduit à une surexploitation, voire à un épuisement des ressources terrestres, ce qui a poussé les États côtiers à se tourner vers les ressources marines qui offrent un grand potentiel de richesse, pouvant stimuler la croissance économique et la prospérité sociale, tout en assurant la protection de l'environnement. Djibouti a pris l'engagement de faire de l'économie bleue un moteur de croissance et de développement durable des secteurs productifs comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie, la bioprospection, l'exploitation minière sous-marine et les activités connexes. Le document de stratégie nationale de l'économie bleue qui vous sera présenté est le résultat d'un processus consultatif et participatif qui a mobilisé et impliqué de nombreux acteurs et partenaires à différents échelles du territoire. Le gouvernement entend, à travers cette stratégie, à créer les conditions pour l'attractivité des investissements publics et privés, nationaux et internationaux pour sa mise en œuvre. Le développement de l'économie bleue étant une véritable opportunité pour la diversification de l'économie de notre pays. Sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'école Al-Irshad a célébré hier le 45e anniversaire de sa création, coïncidant ainsi avec la remise des diplômes de la 29e promotion d'élèves du terminal baptisée Promotion d'Excellence, ainsi que la clôture des activités étudiantes pour l'année scolaire 2021-2022. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère de joie et de liesse dans la grande salle du Palais du Peuple, en présence de hauts responsables. Et donc l'événement, qui est intervenu après des mois de préparation, a également vu la participation des membres des organes éducatifs et administratifs de l'école, des directeurs d'écoles privées arabes, mais aussi des parents et des centaines d'élèves. La double célébration comprenait notamment des chants de bienvenue, des scènes de théâtre et des poèmes, ainsi que le défilé des diplômés qui ont terminé leurs études secondaires avec succès après des années de diligence et de discipline.
Et dans son intervention lors de cette cérémonie, la directrice de l'école Al-Irshad, Halima Mohamed Osman, a prononcé un important discours à cette occasion destiné à la célébration du 45e anniversaire de la création de cet établissement d'enseignement et à la remise des diplômes pour la 29e promotion de terminale en même temps. Elle a indiqué que cette réalisation était donc à l'initiative du président de la République et à la première dame, ainsi qu'au fondateur de l'école, Cheikh Mohamed Osman Suleiman, qui a consacré ses efforts à la construction de cet édifice. Et à l'issue de son discours, la directrice a remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement précieux, également recommandé aux diplômés de poursuivre leur carrière éducative afin de contribuer à l'avenir et au processus de développement de leur pays, à savoir donc la République de Djibouti. Fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police nationale détachement d'Ali Sabié, a intercepté à proximité de la périphérie du chef-lieu de la ville d'Ali Sabié une importante quantité de marchandises de khat de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 30 sacs de khat, soit 2500 kilos. Les douaniers et les policiers ont collaboré à la réussite de cette opération et ont détruit donc par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie. Et de là, nous passons donc à ce qui fait l'actualité internationale. L'afflux des réfugiés soudanais vers l'Éthiopie s'intensifie. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, l'OCHA, a révélé une augmentation du nombre de personnes entrant en Éthiopie depuis le Soudan, actuellement en proie à un conflit. Depuis, dans sa dernière mise à jour de la situation publiée lundi soir, l'OCHA a indiqué que le flux de personnes fuyant le Soudan vers l'Éthiopie avait augmenté au cours des derniers jours, avec 844 et 45 arrivées au point d'entrée de Metema dans la région Amhara et de Kurmuk dans la région Benishangul-Gumuz, respectivement, pour la seule journée du 18 mai. L'OCHA a annoncé la semaine dernière que quelques 85 000 personnes devraient entrer en Éthiopie depuis le Soudan, avec pour conséquence, dans un tel scénario, une forte augmentation des besoins humanitaires. Et pour sa part, l'ONU a déclaré mardi que les conditions ne permettent pas de mener des opérations humanitaires à grande échelle au Soudan. Et enfin, c'était dans le titre de cette édition, racisme dans le football. Pas de suspension pour Vinicius, tribune fermée à Valence. La Fédération espagnole de football a annoncé hier que Vinicius, victime d'insultes racistes pendant la rencontre Real Madrid-Valence dimanche, n'écoperait pas de match de suspension malgré son carton rouge. Le Brésilien pourrait rejouer dès aujourd'hui contre le Rayo Vallecano au Bernabéu pour la 36e journée de Liga. Par ailleurs, la tribune Mario Kempes du stade Mestella de Valence, d'où provenaient les injures racistes, sera fermée pour une durée de 5 matchs. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.